Nous sommes en 1984. La micro-informatique se démocratise en France. Les ordinateurs personnels investissent les foyers français et prennent leur place dans le salon familial et parfois aussi dans la chambre des enfants. C'est cette année-là que Loriciel sort sur Auric un jeu d'aventure envoûtant et inoubliable, l'Aigle d'Or. L'Aigle d'Or est un jeu d'aventure graphique conçu par une seule personne, un jeune étudiant plein d'ambition, Louis-Marie Roch. Le joueur doit explorer un sinistre château allemand pour y trouver 3 objets à la valeur inestimable. Le livre sacré qui apporte la sagesse, le diamant bleu, la richesse, et enfin l'aigle d'or qui donne la puissance absolue. Le rythme est lent, les graphismes un peu raides, et les sons très basiques. Mais très vite, on oublie que le héros n'est qu'un amas de blocs de caractères, dégradant le décor derrière lui. On oublie même que les contours des pièces sont tracés dans un rose vif étrange et surréaliste. On est dans l'aventure, on cherche l'aigle d'or. Ce pouvoir de fascination, la grande taille du personnage et la promesse d'aventure de ce jeu au titre très bien trouvé ont permis à l'Aigle d'Or de décrocher le Tilt d'or du meilleur jeu d'aventure en 1984. En février 1985, Louis-Marie Roch adapte l'Aigle d'Or sur les ordinateurs Thomson. Il retravaille le code, retire les textes en haut de l'écran qui ralentissaient l'action et rajoute un nouvel ennemi, le fantôme des catacombes. Les graphismes sont aussi légèrement affinés et l'animation plus rapide. Avec ce portage, l'Aigle d'Or renforce son statut de jeu mythique. Instantanément, il devient un indispensable de la machine. Pourtant, c'est un jeu retors. Difficile, stressant et au contrôle hasardeux, dû à la latence entre le moment où on appuie sur les touches et l'action à l'écran. Les commandes sont nombreuses et parfois inutilement compliquées. Pour prendre ce parchemin, il faut appuyer sur 0 pour ranger le pied de biche, puis sur A pour s'accroupir, sur P pour prendre l'objet, et enfin sur L pour lire le parchemin. Un parchemin qui donnera un indice en vieil allemand, de quoi s'arracher les cheveux quand on n'a ni Solus ni Internet. D'autres commandes viennent compléter la panoplie d'actions. B pour boire, S et D pour sauter en longueur et en hauteur, O pour ouvrir, G pour grimper, et même Q pour se suicider. Une touche qui servira souvent lorsqu'on tombe dans une oubliette et qu'on est à court de cordes. On meurt donc facilement dans ce château. Le héros, doté d'une santé particulièrement fragile, perd de la force petit à petit et doit régulièrement boire des fioles de jouvence pour retrouver la santé. Et pour ajouter encore un peu de challenge, de nombreuses pièces ne sont pas éclairées. Il faudra donc faire demi-tour en contrôlant le personnage à l'aveugle pour retourner dans la pièce précédente et revenir avec une torche. Plus facile à dire qu'à faire quand on sait que les pièces ne sont pas toutes affichées avec la même orientation. Perdu dans le noir, les repères chamboulés, il est quasiment impossible de retrouver la sortie. La torture de la chambre noire en a fait craquer plus d'un. Pour toutes ces raisons, auxquelles on peut ajouter l'impossibilité de sauvegarder une partie, bien peu de joueurs ont un jour pu voir la fin. Mais l'heure de la revanche a sonné, ouvrez bien les yeux. L'aventure commence dans un dédale de pièces et de couloirs. De temps en temps, des portes ou des grilles bloquent le passage. La clé de fer permettra de les franchir et d'explorer des endroits du château jusque-là inaccessibles. La progression continue et bientôt apparaît la clé d'or, posée négligemment sur le sol d'une pièce sinistre. Une clé bien mystérieuse, on dirait bien qu'elle ne sert à rien. Elle n'ouvre aucune porte, mais un parchemin, en allemand, nous met sur la voie. L'or ouvre la voie du feu. Mais oui, la clé d'or permet d'ouvrir les passages secrets des cheminées. Formidable! Il est temps maintenant d'aller chercher l'aigle de plomb tout au fond de l'aile gauche du château. À présent, direction la pièce centrale. Sur une colonne repose majestueusement le diamant bleu, le premier des 3 objets à trouver. Mais le trésor est piégé. Vite, touche A pour s'accroupir. La petite marque au sol est un indice. On presse la touche G pour grimper. Et là, ô extase, l'aigle d'or nous attend. On le remplace subtilement par l'aigle de plomb, tout en évitant la fléchette. Maintenant, il est temps de se rendre dans la partie la plus dangereuse du château, les catacombes. La victoire n'est plus très loin, mais il faut rester prudent. Allumons une torche avant de nous jeter dans le puits. Le danger n'a jamais été aussi palpable. Les fantômes attaquent sans relâche, et il faudra un timing impeccable pour leur renvoyer leurs projectiles avec le crucifix. La récompense est à la hauteur du danger, le livre sacré est au bout du chemin. Enfin, il ne reste plus qu'à ressortir du château, sans mourir si possible, en esquivant les oubliettes, les chauves-souris et les herses. Et voilà, nous avons triomphé de tous les dangers, ramené les 3 artefacts. Nous pouvons enfin assister à la fin de l'Aigle d'Or. Un écran fixe, avec le message suivant, tu es trop fort.
Curieusement, ce n'est pas Louis-Marie Roch qui développa la version Amstrad CPC. En 86, Loriciel a confié cette adaptation à un jeune programmeur, Vincent Grenet, qui dans un premier temps reprit le jeu tel qu'il était. Mais Loriciel voulait mieux qu'un simple portage et confia à une graphiste, Monique Wender, le soin de redesigner entièrement le jeu. Le résultat est étrange. Certes, les décors ont été grandement améliorés. En revanche, le héros est devenu autre chose. Ce n'est plus un aventurier, mais une sorte de petit noble au costume encombrant et aux poses maniérées et forcées. Très différent du personnage si attachant qui se débattait pour survivre dans le château de l'Aigle des versions Auric et Thomson. L'Aigle d'Or sur Amstrad CPC sera un succès, mais n'aura pas le même retentissement que les premières versions. En 1992, Loriciel, conscient que l'Aigle d'Or garde un grand potentiel, lance le développement d'une suite à laquelle Louis-Marie Roch, désormais à la tête de la société concurrente Silmaril, ne participe pas. Il s'agit de l'Aigle d'Or, le retour. L'action se passe dans le futur. Dans un labyrinthe de couloirs bourrés de technologie, le héros cherche à retrouver les fragments de l'Aigle d'Or. Le jeu est loin d'être honteux et affiche fièrement des personnages aux animations très travaillées. Hélas, l'ambiance, le charme, l'envoûtement du sinistre château que l'on connaissait ont bien disparu. Les joueurs sont déçus et le jeu vite oublié. En imaginant et en réalisant seul l'Aigle d'Or, Louis-Marie Roch avait des ambitions démesurées. Dans son idéal, le château était peuplé de loups-garous, d'araignées, de scorpions, de squelettes ou de feux follets. La place-mémoire de Loric aura eu raison de ce bestiaire, et au final, il ne reste plus qu'une chauve-souris, et dans la version Thomson, quelques fantômes errants dans les catacombes. Et pourtant, chaque salle, chaque pièce vide que le joueur traverse est empreinte d'un charme fou. Le joueur avance pas à pas, le cœur battant, en espérant que derrière chaque grille déverrouillée, chaque porte forcée, apparaisse enfin l'Aigle d'Or.